journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur l'électrification des usages. Nos réseaux sont-ils prêts, que nous tenons dans le cadre de ce salon MIXI. Donc je suis Yves Barlier d'Enedis, où je suis en charge des smart grids, des réseaux électriques intelligents. Mais ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais répondre à cette question. Nos réseaux sont-ils prêts? Ce sont les experts qui sont avec nous ce soir et que je remercie. Alors tout d'abord, juste à mes côtés, donc Hervé Morel, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille au sein du laboratoire Ampère, qui est un laboratoire mixte CNRS, Université de Lyon 1, INSA de Lyon et Centrale Lyon. Voilà. Et Hervé a mené de nombreux travaux autour de l'énergie, de l'électronique de puissance, de l'électrotechnique, et il aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Ensuite, Emmanuel François, qui est président de la Smart Building Alliance for Smart Cities, qu'il a cofondé en 2012, donc il y a déjà 10 ans maintenant, et qui est également directeur commercial pour l'Europe de l'Ouest de la société Enocean, qui est le leader européen des technologies de radio auto-alimentées sans fil ni pile pour les IoT, avec multi-protocoles pour les IoT. Et il aura également l'occasion de nous en parler. Vous avez également Didier Lafaille, qui est chef de projet prospective et innovation à la Commission de régulation de l'énergie. Didier est également secrétaire général du comité de prospective et il a une longue expérience sur les réseaux électriques dans ses dimensions techniques et smart. Et puis enfin, donc Laurent Schmitt, qui est actuellement responsable du développement pour les utilities et pour l'Europe chez Decibel. Il aura l'occasion de nous dire ce que fait Decibel, qui auparavant a été également secrétaire général de ENSOI, qui est l'association européenne des transporteurs d'électricité, après de plusieurs expériences qu'il a eues également chez GE et Alstom. Alors voilà, vous voyez qu'on a un beau panel d'experts pour pouvoir répondre à cette question sur l'électrification des usages et nos réseaux sont-ils prêts? Alors tout d'abord, je vais poser la première question à Emmanuel François. Et je vais lui demander, sur la première partie de ce sujet de table ronde, qui concerne l'électrification des usages, quelle est votre vision sur cette électrification des usages? Merci pour cette invitation. C'est un sujet qui est éminemment important, surtout avec l'augmentation des prix de l'énergie actuellement et qui, à mon avis, ne va pas se réduire dans les prochaines années ni mois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un constat déjà, si on parle de 2030, à ce jour, il est estimé que 30% des véhicules seront électriques, 2030 au niveau européen. Si on parle de la France, on parle d'à peu près 8 millions de véhicules. Et également, 2030, 40% de l'électricité produite devra être ENR. Donc ça, c'est deux chiffres à avoir en tête. Si on parle de la France, et plus court terme, 2025, ça c'est acquis, on aura au moins 2 millions de véhicules électriques en circulation. 2025, c'est demain. Alors 2 millions de véhicules, c'est à peu près 5 à 6 TWh de capacité globale, de besoin, ce qui représente 1% de la capacité globale du réseau. Donc, en théorie, ça ne pose pas de problème. Par contre, si ces véhicules se rechargent le soir entre 19h et 23h, ce qui peut être le cas, puisque aujourd'hui, 92% des véhicules sont rechargés chez soi, dans les bâtiments. Là, on a un vrai problème, puisqu'on est à 15 gigawatts, soit 15% de la capacité globale, ce qui ne veut dire que ça ne tient pas. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui, court terme, pour accueillir cette mobilité électrique. Elle est au niveau du réseau global, à mon avis, mais elle est sortie aussi au niveau des bâtiments qui accueillent ces véhicules, puisque je vous le dis, 92% de la recharge se fait dans les bâtiments. Ça peut marcher si effectivement on a 1, 2, 3 bornes par bâtiment, mais si effectivement, suivant la taille du bâtiment, chaque usager veut sa borne ou quasiment, ça ne tient pas. Ça veut dire qu'il faut redimensionner les réseaux, renégocier les abonnements. Donc il y a un vrai sujet. Donc en fait, on a un enjeu qui est à la fois de réseau
il y a un enjeu de pilotage. Parce qu'effectivement, on ne va pas bloquer, on ne va pas contraindre les gens en leur disant attendez, non, là, 19h, vous ne pouvez pas vous charger, et on va couper soit leur machine à laver, soit leur bande de recharge. Il faut un système prédictif, il faut un système informatif. Mais aujourd'hui, donc ça passe par une infrastructure numérique, par des équipements numériques, mais qui ne sont ni dans les logements, ni dans les bâtiments d'une manière générale. Enfin, dernier enjeu, en termes de réseau, on voit qu'on veut aller vers une électricité décarbonée. Je vous ai parlé de ce chiffre de 40% de l'électricité doit être ENR. L'ENR, et si on parle aussi de stockage, on est sur du courant continu. La mobilité est en courant continu. Quand on passe de courant continu en courant alternatif, ou plutôt l'inverse, on perd à peu près 5% d'énergie. Donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de réseau et de pouvoir interconnecter un réseau central AC avec un réseau DC qui serait plus local, ou avec le réseau des villes mobilité qui est lui-même en DC. Mais là, je laisse la parole à mes collègues. Merci Emmanuel. Alors Didier, Emmanuel nous parle d'exemples de mobilité électrique, d'ENR, de courant continu et d'impact sur le réseau. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir repenser le réseau ? Bonjour à tous. Alors, repenser le réseau, je ne sais pas, mais est-ce que le réseau devra évoluer ? Oui, très certainement, Yves. Si on parle des ENR, on parle trop souvent d'ailleurs du mix énergétique et non pas du réseau. Il est évident qu'aujourd'hui, plus de 95% des énergies renouvelables se raccordent sur les réseaux de distribution qui n'étaient pas prévus dès l'origine pour accueillir cette production. Vous savez très bien que, je dirais, la production, c'est le poste source, c'est le poste à l'interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Donc oui, le réseau de distribution est en train d'évoluer, il continuera d'évoluer pour accueillir davantage de production. Mais ce qui va changer fondamentalement, c'est plutôt les usages. Les usages vont tous devenir bidirectionnels. Emmanuel a parlé du véhicule. Le véhicule est un véhicule bidirectionnel. Le véhicule électrique, c'est quoi ? C'est une batterie que je peux charger et décharger. Je vois que Laurent est d'accord. Même si tout à l'heure on n'était pas trop d'accord. Mais donc le véhicule est un usage qui est bidirectionnel. Je prends un autre exemple, le bâtiment. Le bâtiment, notamment avec la nouvelle réglementation RE 2020, deviendra bidirectionnel. Alors bidirectionnel au niveau des flux d'énergie, mais bidirectionnel également au niveau des flux de données. Alors, au niveau des flux d'énergie, on comprend tous, c'est qu'avant, le bâtiment était uniquement consommateur, il deviendra également producteur, parce que quand on parle de bâtiment à énergie positive, c'est énergie positive sur l'ensemble de l'année. Donc, il y a des moments où il produit plus qu'il ne consomme. On parle des bâtiments tertiaires, généralement, c'est le week-end, et puis dans la semaine, il va consommer plus qu'il va produire. Donc, on voit bien que les flux d'énergie vont devoir transiter vis-à-vis du réseau de distribution dans les deux sens, alors que le réseau n'a pas été prévu justement pour accueillir ces flux bidirectionnels. Mais également en matière de données, ce qui est très important. Jusqu'à présent, les seules données qui remontaient vers le gestionnaire réseau, c'était des données de comptage pour pouvoir facturer la consommation. Après, il y a eu des producteurs, donc il y a des données aussi des producteurs qui remontent vers les gestionnaires de réseau. Mais demain, comme vous savez, pour équilibrer le système électrique, on aura besoin de davantage de flexibilité. Et pour pouvoir aller chercher cette flexibilité, il faut communiquer avec ses usages, que ce soit le véhicule électrique, mais surtout le bâtiment. C'est-à-dire que la communication va être également bidirectionnelle. Ça va permettre d'aller chercher des informations dans le bâtiment, comment je consomme, pouvoir facturer l'énergie, mais également pouvoir envoyer des ordres ou des consignes en matière notamment de flexibilité. Donc voilà, ça c'est une grosse évolution, c'est que demain, tous les usages vont devenir bidirectionnel. Alors ça a quand même un intérêt, j'ai encore 2-3 petites secondes, oui, ça a quand même un intérêt, c'est que ces usages qui deviennent bidirectionnels, c'est que en tant que consommateur, avant on faisait que consommer, on appuyait sur le bouton puis ça marchait, on va devenir un peu plus intelligent, on va devenir, je pense, consommateur. Donc il va falloir qu'on comprenne davantage la façon dont je consomme, à quel moment je produis,
Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à faire de l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle, collective ou rentrer dans le cadre des communautés énergétiques? Donc je trouve que ça devient intéressant parce que ça oblige le consommateur, je ne veux pas dire à devenir intelligent, c'est pas ce que je veux dire, mais à être consommateur de la façon dont il consomme. Merci Didier. Alors, réseau bidirectionnel, flexibilité, consommateur, quelle est la vision du chercheur sur ces sujets-là, Hervé? Oui, alors d'abord, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Oui, donc moi je suis chercheur quand même dans les sciences de l'ingénieur, donc mon but est de développer des technologies avancées qui vont aboutir à des produits dans 10 ou 20 ans, voire un peu plus. Alors, tous les chercheurs du monde travaillent sur ces sujets. Et donc, sur le campus de la Doua, on a la chance d'avoir un projet financé qui s'appelle Grid for Mobility, donc juste derrière le parc de la Tête d'Or. Et dedans, on va tester des réseaux d'essai, donc ce n'est pas totalement nouveau. Alors, pourquoi tester d'essai? Parce que la source, le photovoltaïque, c'est d'essai. Les charges véhicules électriques dont on vient parler sont d'essai, mais y compris dans les bureaux, voire chez soi, toutes les charges électroniques aujourd'hui sont d'essai. Donc, en passant au full d'essai, on évite des étages alternatifs et on améliore un petit peu le rendement. Alors, on veut quand même aller au-delà, parce que ça existe déjà dans de nombreux démonstrateurs. Et donc, on veut aussi réfléchir à des solutions maillées, c'est-à-dire on n'a pas un réseau en étoile comme chez soi ou dans la plupart des bâtiments, parce que le maillage permet de réduire la quantité de cuivre ou de conducteurs à consommer pour une puissance installée répartie uniformément. Donc ça, c'est un enjeu. Et donc, dans ce projet, donc c'est le début d'une aventure, parce que ce sont des équipements, on veut tester des nouvelles choses, donc des technologies électroniques de puissance qui vont interfacer ces systèmes, des protocoles pour échanger des informations, comme on vient de le dire, et aller même jusque des échanges de données massifs, puisque le véhicule électrique va être une source de données considérable pour l'avenir. Ça, c'est du big data. Et le dernier mot, c'est que tout ça, ça nous permet aussi de préparer les réseaux à l'échelle de la Smart Cities, qui se verront probablement le jour un petit peu plus tard, mais donc qui nécessitent des niveaux de tension un peu plus élevés, donc le MVDC, et qui malheureusement coûtent beaucoup plus cher et avec des technologies non matures aujourd'hui. Et donc le LVDC, le microgrid 400 volts, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dès maintenant. Ça permet de tester de nombreuses technologies. Merci Hervé. Donc je note courant continu, hein, vous en avez beaucoup parlé, big data, échange de données. Du coup, Laurent, avec votre casquette d'ancien secrétaire général d'ENSOI, avec une vision de transporteur, et comment vous réagissez à ces perspectives? Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation aujourd'hui dans cette table ronde. Je préférais parler plus au nom de Décibel que je représente, parce que les positions que je peux prendre en tant qu'expert des réseaux ne sont pas forcément les mêmes que celles prises par ENSOI aujourd'hui. Donc je veux bien commenter un certain nombre de choses sur les réseaux, mais ce n'est pas forcément des positionnements parfaitement alignés. Qu'est-ce que je peux dire sur le réseau électrique européen, on va dire en tant qu'expert? C'est qu'aujourd'hui, ils sont soumis à un besoin de transformation extrêmement fort, puisqu'en fait, on vise un mix énergétique net zéro pour 2050, et où il s'agit d'intégrer en masse principalement de l'éolien offshore, du solaire photovoltaïque, qui est introduit dans le réseau à une cadence très rapide, mais surtout des nouveaux usages, et en particulier l'usage du véhicule électrique. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau en ce moment? On ne peut plus se permettre de penser au système énergétique en regardant le passé. Il faut anticiper ce qui est en train de se passer. C'est la croissance exponentielle du véhicule électrique. Donc, ceux qui sont habitués à l'introduction de nouvelles technologies, on est vraiment dans un phénomène exponentiel. Et donc là, encore une fois, l'expérience m'a démontré dans le passé qu'on ne peut pas faire croître un réseau à une vitesse exponentielle, parce que le réseau a beaucoup d'avantages. Il permet de foisonner des coûts, etc.
mais il a un gros inconvénient, c'est qu'il est complexe à construire et ça prend du temps à construire. Et donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le renouvelable et le véhicule électrique est introduit de plus en plus rapidement et le réseau a de plus en plus de mal à être construit à une cadence suffisante et donc on voit émerger des congestions. Et donc là, aujourd'hui, se pose la question, si on veut vraiment accélérer, si on veut devenir net zéro au niveau européen, et c'est vraiment l'ambition, je pense, de beaucoup de gens, comment est-ce qu'on peut finalement connecter du renouvelable, entre guillemets, grid-friendly, c'est-à-dire sans rendre le travail trop compliqué pour les opérateurs de réseau. Autrement dit, quel mix de renouvelables avec stockage il faut avoir, quel mix de renouvelables avec le véhicule électrique, et quelle nouvelle offre à l'échelle du consommateur. Comment automatiser le consommateur, comment faire en sorte que le consommateur soit intelligent dans son interaction avec Enedis, avec RTE, pas dans un objectif de remplacer le réseau est absolument essentiel, mais dans un objectif de mieux l'optimiser en termes de contraintes opérationnelles, ce qui était évoqué par Emmanuel, c'est-à-dire la problématique principale du véhicule électrique, c'est une problématique de puissance à la pointe et de faire en sorte que tout le monde ne charge pas au même moment à différentes échelles du système. Donc voilà les enjeux de mon point de vue. Merci Laurent. Donc j'en retiens une transition énergétique avec les usages de l'électricité et le développement des énergies renouvelables qui va plus vite que l'évolution du réseau qui nécessite des infrastructures un peu lourdes. Du coup, ça nécessite un réseau plus intelligent et pour ça, eh bien, il va nous falloir des technologies. Et je vous propose maintenant d'aborder un peu ce sujet-là, Emmanuel. Quelles sont pour faire répondre à ces défis, quelles sont les technologies qui sont disponibles aujourd'hui? Alors, je pense que oui, je pense qu'on doit aller vers des évolutions de technologie. Et on a parlé du DC aujourd'hui. Le DC je pense que c'est l'enjeu de ce début de XXe siècle. Ça c'est Emmanuel François, personne qui parle, mais clairement, je pense que ça doit être le premier enjeu ou un des premiers enjeux que l'Europe doit porter dans les prochaines années ou la prochaine décennie. C'est comment on va pouvoir migrer d'un réseau AC et jusqu'à la distribution terminale, donc jusqu'aux équipements, à un réseau hybride AC-DC. Mais je le répète, et je pense qu'on prendra d'autres exemples qui se passent ailleurs dans le monde, c'est l'enjeu majeur. Je vous donne 2 exemples, et c'est facile à retenir, c'est 2 fois 15. C'est 15% d'efficacité ou d'efficience en plus. C'est-à-dire que voilà, c'est avec la même production d'énergie, on aura 15% d'efficience en plus si effectivement on n'a pas ces doubles ou triples conversions AC-DC. C'est également au moins 15% de réduction de l'empreinte carbone des équipements. Parce qu'effectivement, dès qu'on rajoute des transformateurs, en plus, ce qui pète dans les luminaires, ce qui pète dans l'électronique, c'est souvent le transformateur. Parce qu'on prend des trucs qui ne coûtent pas cher. Eh bien, effectivement, et on change tout l'équipement. Là, ça veut dire que si on est en DC, on aura des équipements qui vont durer beaucoup plus longtemps et qui seront beaucoup moins chers et beaucoup moins consommateurs de matière. C'est aussi beaucoup moins de cuivre parce qu'on aura moins de câbles, bien entendu. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a un vrai changement. C'est un changement technologique. Donc là, je parle du courant continu. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que tout ça, ça ne peut pas marcher sans numérique. On a parlé de mix énergétique, mais aussi c'est un mix aussi réseau, AC, DC, central, décentralisé. Et donc, ça ne peut pas marcher sans intelligence. Intelligence macro, à l'échelle du pays, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, mais aussi locale. Il faut de la prédictabilité. Il faut effectivement savoir ce que vont consommer les équipements en temps 1 en temps 0, en temps réel, et puis en temps 1 plus 1, T plus 1 ou T plus 2. Ça veut dire qu'en fait, il faut une interconnexion des réseaux et une interconnexion des équipements. Et cette interconnexion, elle est bien sûr réseau électrique ou réseau, mais également informatique, en temps réel. Donc, vous voyez, c'est là où les technologies interviennent. Donc, il faut de l'intelligence artificielle, il faut effectivement de la gestion des données,
et de la gestion des données, idéalement locales, mais également centrales. C'est-à-dire d'être en réseau d'intelligence. Et je vais m'expliquer, parce que ça va lancer le débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une solution uniquement locale, c'est une solution locale et centrale, en réseau neuronal. Et c'est très important ce que je vous dis, parce qu'on va parler tout à l'heure, on a parlé du citoyen qui doit être plus impliqué, plus responsable, consommateur. Mais il ne peut l'être que s'il est informé et s'il a les moyens d'agir par son comportement, par sa contribution, par son action. Mais ça ne peut marcher qu'effectivement si il est intéressé, même par des modèles économiques, localement. Et donc là, j'engage le sujet en disant, si on parle de technologie, ça va jusqu'à des technologies comme la blockchain, qui vont permettre de tokeniser les contributions et les actions de tous les acteurs, à commencer par l'usager. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce qu'il va être responsabilisé, parce qu'on va tracer de manière positive, pas de manière coercitive, mais de manière incitative, son action, sa contribution, qu'effectivement, on va pouvoir créer un lien général à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, à l'échelle peut-être de la nation, pour pouvoir avoir, je dirais, plus d'incitation et une meilleure intelligence, et surtout avoir à la fin plus de sobriété, plus de durabilité. J'en reste là pour l'instant, mais je pense que j'ai de nouveau un peu lancé le débat. Merci Emmanuel. Donc des réseaux hybrides ACDC, de la gestion locale, de la gestion nationale, des réseaux pas seulement électriques, mais aussi des réseaux d'information intelligents. Alors du coup, côté réseau électrique, cette fois-ci, Didier, quelles sont les technologies disponibles pour faire face à tous ces défis ? Peut-être, Yves, un petit rappel, c'est que le DC, le courant continu, existe depuis très longtemps. Je ne reviendrai pas, monsieur le professeur, pour le dire, à la bataille entre Edison et Tesla. Mais aujourd'hui, nous avons, notamment en Europe et en France, alors pas des réseaux, mais des liaisons à courant continu. Entre la France et l'Angleterre, IFA, 2000 MW. Entre la France et l'Angleterre, IFA 2, 1000 MW. Entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, j'espère très bientôt, et il y en aura d'autres. Vous avez aussi demain toutes les liaisons vers les parcs offshore seront en courant continu. Pour accorder 1 gigawatt de parc offshore en Normandie, ça sera une liaison à courant continu. Donc le réseau courant continu, on sait le faire, ça existe déjà en très haute tension, mais ça existe aussi dans des niveaux de tension beaucoup plus faibles. Je prends l'exemple aujourd'hui de bornes de recharge à haute puissance en courant continu qui sont raccordées directement par des liaisons en courant continu à du stockage. Ça existe en France, etc. Donc, on voit que ces systèmes à courant continu vont se développer. Mais pour revenir à la question de Yves, cette intelligence, oui, elle va se développer sur le réseau, c'est déjà le cas. J'aime pas parler de dire que le réseau devra devenir intelligent. Je dirais, il va devenir plus intelligent qu'il l'est. Le réseau a toujours été intelligent. C'est certainement pour ça qu'on a moins d'1 heure de coupure en moyenne par an. C'est certainement parce que le réseau est déjà très intelligent. Donc, il va falloir qu'il devienne davantage intelligent, donc ça va passer certainement par davantage de capteurs, etc. Et un des premiers capteurs que vous avez certainement tous entendu parler, c'est le compteur Linky. C'est quand même 35 millions, un peu moins de 35 millions de compteurs Linky qui ont été posés. C'est une réussite industrielle qui permet justement au système dans son ensemble d'être davantage intelligent. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance de ces 35 millions de clients, de savoir comment ils consomment. Ça permet aussi aux clients de faire évoluer la façon dont ils consomment. Je reviens à ce rôle de consommateur. Et ça permettra surtout demain d'aller chercher de la flexibilité au niveau de ce client. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lundi dernier, je ne vais pas dire on a frôlé la catastrophe, mais on a des prix pendant 1 heure de l'énergie qui sont montés à plus de 3 000 €. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas assez de production. Et on aurait bien voulu avoir de la flexibilité, et notamment chez les particuliers, pour pouvoir équilibrer le système, pour éviter que ces prix montent à 3 000 €. Donc oui, beaucoup d'interfaces ont été développées,
comme Linky, mais seront à développer avec les bâtiments. Alors, en tant que régulateur, je ne regarde pas ce qui se passe au niveau du bâtiment, ce n'est pas mon rôle, mais au niveau du réseau, il est évident que ce réseau, il va devoir communiquer avec toutes ces interfaces pour prendre en compte la situation de ses clients, en fonction des demandes des agrégateurs, des fournisseurs ou de ses propres contraintes, envoyer des signaux tarifaires aux clients pour qu'ils déplacent leur consommation, voire qu'ils s'effacent à certains moments, etc. D'où aussi, demain, l'intérêt d'aller vers des solutions davantage d'autoconsommation, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives, parce qu'on voit tout un intérêt demain à intégrer dans ces solutions des nouveaux usages, comme le véhicule électrique, qui va permettre, suite à un ordre du gestion de réseau ou du fournisseur, de se dire j'ai peut-être intérêt là à piloter ma recharge ou à décaler ma recharge pour éviter des contraintes ou éviter demain que ça me coûte trop cher. Donc on n'en est pas encore sur la tarification dynamique, Laurent, mais je pense que c'est aussi une solution pour permettre aux clients de mieux comprendre à quel moment ils consomment et combien ça coûte pour lui et pour le système énergétique dans son ensemble. Donc c'est un signal prix qui est très intéressant. Par contre, il faut y faire attention. Voilà. Mais pour pouvoir mettre ce signal prix, encore faut-il qu'il y ait des interfaces et encore faut-il, à notre avis, que le client puisse prendre en compte l'information qu'il va recevoir. C'est pas tout de dire qu'il y a un compteur Linky qui permet d'envoyer un signal, mais c'est aussi que le client puisse s'approprier ce signal pour faire du pilotage de sa recharge, pour dire à un moment donné il faut je stocke et ça. Donc on voit bien que à l'intérieur du domicile, du bâtiment ou de l'usage, il va falloir prendre en compte ce signal par un automatisme ou autre. Voilà. On n'attend pas que le client se réveille à 2 heures du matin parce qu'il a eu une sonnerie pour aller mettre sa machine en route. Merci Didier. Et dans les laboratoires de recherche, quelles sont les technologies qui se préparent là, pour ce monde de demain qui va s'avérer très complexe ? Oui, alors j'ai noté un certain nombre de points, mais effectivement, j'ai oublié de citer Thomas Edison. Et il y a eu un article il y a une bonne dizaine d'années dans IEEE Magazine, donc une revue scientifique. Le titre, c'était « Haha, Thomas Edison doit bien rire dans sa tombe, puisqu'il y a plus d'un siècle, le DC a perdu, c'est la C qui a gagné, et aujourd'hui, le DC est en train de gagner un peu de partout. » Et ceux qui ont vraiment compris ça, ce sont les Chinois. Donc là, c'est aussi de la littérature qui m'a permis de voir ça, la littérature scientifique évidemment. Et il y a 9 démonstrateurs de grande envergure qui sont actuellement faits en Chine, dont une ville complètement d'essai, avec que des véhicules électriques, justement pour pouvoir tester des technologies. Et donc, c'est des investissements colossaux. C'est pas rentable, mais ça permet de préparer les Chinois à envahir les marchés occidentaux un peu plus tard. Voilà. Alors, le DC a plein d'avantages. C'est pour ça qu'il est en train de gagner. Il a quand même un inconvénient majeur, c'est que la coupure est beaucoup plus compliquée en DC qu'en AC. Puisque en AC, il suffit d'attendre le passage au zéro du courant pour couper l'arc qui s'est produit. En DC, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, c'est un point qui est évoqué un peu de partout. C'est une technologie qu'il faut étudier, certainement sous forme d'électronique de puissance. Donc, c'est ce qu'on appelle en aéronautique les SSPC, Solid State Power Controller, ou DC Breaker, Direct Current DC Breaker pour la plus forte puissance. C'est ce genre de solution qu'il faut développer, qui commence à se développer. Alors, l'autre point que je voulais aborder, c'est l'autre intérêt, c'est l'intégration du renouvelable. La renouvelable, ça a plein d'avantages, mais un inconvénient, c'est intermittent. Donc, dans le passé, on pilotait dans la distribution de puissance dans les lignes grâce à une régulation de la puissance. Or, avec le renouvelable, on ne peut plus faire bien cela parce que, effectivement, le PV, s'il y a un nuage qui passe, on n'a pas prévu, et d'un seul coup, ça s'écroule. Et donc, on est obligé, et plus encore dans les lignes d'essai maillées, de contrôler le courant dans chaque ligne pour éviter d'avoir des surcharges en courant. Et donc ça, c'est une autre technologie qu'on appelle le PFC, Power Flow Controller, c'est-à-dire de l'électronique de puissance qui va réguler le courant dans la ligne et qui va distribuer le courant entre différentes lignes éventuellement. Et puis, un dernier petit point, dans les technologies,
c'est d'aller vers du pilotage décentralisé, c'est-à-dire un petit peu de faire analogie d'Ethernet, puisque dans Ethernet, c'est le switch qui décide par quel chemin on envoie les données. Mais c'est très robuste. C'est quand même un petit peu plus compliqué à faire au niveau de l'énergie. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça. Et moi, je pousse dans mon labo, est-ce qu'on réfléchisse à ça? Et donc, on a des chercheurs qui vont dedans. Et si j'ai le droit encore à une petite minute, alors, c'est pas une provocation, mais j'ai vu dans les articles, il y a une solution pour la régulation. Et donc, comme on a des spécialistes des instances de régulation, donc il y a des auteurs qui disent c'est très simple, il suffit de facturer pour le particulier l'énergie à la seconde. Donc le jour, enfin à la minute où il y a un nuage qui passe, eh bien le prix de l'électricité s'envole. Et si au contraire l'électricité devient très abondante, si la machine à laver est intelligente, c'est là qu'elle se met en route. Moi j'ai une autre proposition, c'est en triphasé vous avez normalement 3 câbles, en continu avec que 2, et dans ce cas-là je diminue d'un tiers le turp. Alors ça nous enthousiasme pas trop cette idée, mais de diminuer d'un tiers le TURP, je veux dire, le TURP qui finance Enedis et RTE et les entreprises locales de distribution. Merci Hervé. Et alors Laurent, vous, c'est pas des laboratoires de recherche, c'est du concret. Vous avez une technologie qui est très smart. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc je vais reprendre l'image du switch. Donc on va lancer un produit qui est une première mondiale. On va le lancer, on va dire mi-année. Qui s'appelle une station énergétique résidentielle, qui est un switch énergétique à l'échelle d'une maison et qui finalement intègre le solaire photovoltaïque, la charge bidirectionnelle de véhicules électriques et éventuellement du stockage stationnaire au travers de connexions 400 volts en courant continu et qui intègre, on va dire, du big data pour être capable de, on va dire, recevoir une tarification dynamique de l'électricité, du réseau, enfin de tout ce qui existe autour de votre maison et finalement pour redonner le pouvoir aux consommateurs, alors pas au travers d'une machine à laver qu'on démarre à minuit parce que ça n'a pas de sens, mais au travers de ces gros usages flexibles. En fait, il se trouve que je suis un vétéran de l'effacement, on s'est connus dans une vie passée il y a sûrement une dizaine d'années et j'ai vécu finalement tout l'échec de l'effacement diffus de l'époque et un des échecs à l'époque c'était vraiment le manque de flexibilité à l'échelle du client final et le besoin, on va dire, d'impliquer le client final dans la chaîne de décision à chaque instant de la journée. Et donc ça, c'est clairement un obstacle qui n'est pas acceptable. Et ce qui est nouveau dans le monde actuel, c'est qu'effectivement, avec le véhicule électrique, vous avez le stockage qui vient naturellement, embedded, entre guillemets, dans un véhicule. Et donc le véhicule peut devenir un hub énergétique pour votre maison. Donc c'est ça le principe de base. Alors pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Alors pas besoin de technologie, la technologie existe. Hein. Je pense que les commentaires qui ont été faits, nous on a pris une architecture de conversion multiniveau un peu pour faire baisser le coût du produit, mais enfin il existe différents modèles. Ce qui existe surtout, de mon point de vue, c'est finalement faire fonctionner système de système, comme disait Emmanuel. Donc c'est plusieurs systèmes qui interagissent entre eux, qui s'envoient des points de contrôle qui ne sont pas des contrôles. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique. Ce n'est pas un opérateur de réseau qui contrôle quelque chose dans une maison. On contrôle les choses à travers d'un signal prix. Et donc on reçoit différents signaux prix. Et l'équipement, à l'interface de la maison, donc dans le monde de l'IoT, on appelle ça du Edge IoT, il a l'optimisation embarquée pour être capable de faire tourner, on va dire, un comportement optimal en fonction finalement de règles de fonctionnement qui lui sont fournies par un utilisateur de telle manière à ce que ce soit totalement transparent pour le consommateur. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui vraiment dans cette chaîne, c'est d'être capable de concevoir ce signal prix et là le rôle des régulateurs est absolument essentiel parce qu'il faut des signaux prix sur la congestion de réseau. Les 3 000 € du mégawatt pour les spécialistes savent que les 3 000 € du mégawatt, ce n'est pas un problème de capacité de production, mais c'est bien un problème de congestion dans le réseau européen. Hein, c'est un problème de congestion en frontière entre l'Allemagne et la France, mais bon, ça c'est un sujet. La Belgique et la France, très bien. Et donc on voit bien qu'à l'échelle du consommateur, il faut être capable de recevoir cette série de signaux prix pour être capable finalement de rendre un revenu
à ce consommateur qui finalement investit dans un véhicule électrique, dans une station énergétique résidentielle qui a un coût et donc qui doit amortir indirectement au travers de ces services systèmes. Donc c'est vraiment cette conception de système qu'il faut finaliser, on y est presque, et la technologie est en train d'être lancée dans le monde du résidentiel. Si vous intégrez du solaire et que vous avez un véhicule électrique, je vous encourage à regarder notre site web, on est prêt à prendre des réservations dès aujourd'hui. Merci Laurent, je crois qu'Emmanuel voulait ajouter un... Oui, je voulais faire un petit lien avec tout ce qui vient d'être dit et faire un parallèle, parce que Hervé nous a fait parler d'Edison. Mais effectivement, moi, ce que je dis, ce que je pense, c'est face aux enjeux actuels, on voit bien que rien n'est immuable. Ce n'est pas parce qu'on a pris des décisions il y a 120 ans ou plus qu'aujourd'hui, on ne doit pas les remettre en cause. Face aux enjeux actuels. Et c'est important. Eh bien, je pense que s'il y a 120 ans, on a déployé en Europe, sur la planète, un réseau électrique assez, eh bien, aujourd'hui, il est juste important, même primordial, de repenser ce déploiement de ce réseau hybride, AC-DC, et de le compléter par un réseau digital, une infrastructure digitale pour justement piloter ce mix énergétique. C'est fondamental. Pour moi, ça doit être un plan à 10 ans, européen, voire mondial, pour répondre rapidement aux enjeux, notamment du GIEC, mais aussi les enjeux sociaux, les enjeux économiques. Et je crois que je ne sais pas s'il y a un journaliste ici dans la salle, mais j'aimerais bien que ce message soit relayé au plus haut niveau de l'Europe, au plus haut niveau de l'État. Un plan à 10 ans pour porter le numérique et le DC dans les bâtiments et dans la ville et sur les territoires. Il y a une commission à la SBA d'ailleurs qui s'appelle DC and Digital qui traite de ça. Et enfin, bien sûr, c'est repenser les modèles économiques, puisque si on parle de digital, on est en train de changer de modèle, un modèle qui était statique, un modèle lié au statique, à un modèle dynamique. On passe de quelque chose qui était défini, à des tarifs par exemple fixés, à du temps réel. Et c'est cette notion de temps réel qui va nous permettre d'optimiser fondamentalement les réseaux, d'optimiser fondamentalement l'utilisation des ressources. Merci Emmanuel, je voudrais profiter des quelques minutes qui nous restent pour donner la parole à la salle. S'il y a des questions, je vais vous amener un micro. Bonjour. Ce que vous dites en théorie sur le pilotage intelligent général de tous les réseaux peut paraître très séduisant, mais il me semble qu'il y a une propriété fondamentale pour le réseau, c'est d'assurer la stabilité. Est-ce qu'on est persuadé qu'on ne rentre pas dans des modes instables si on utilise ce type de solution technique? Alors, oui, ce sujet a déjà été étudié parce que notamment les réseaux à courant continu existent dans les avions. Ils appellent ça le HVDC, c'est du 540 volts, et il y a plein d'études sur la stabilité. Et donc, effectivement, il faut mettre une capa un peu plus grosse. Ça coûte un peu cher, mais bon, c'est vu les avantages. Et ce sujet, en revanche, est très important quand on prend en compte le PFC, parce qu'il faut que le réseau reste stable. Et ça, garantir la stabilité, quelles que soient les circonstances, c'est pas si simple. Mais bon, c'est des travaux de recherche aujourd'hui. Je pense que dans quelques années, nous aurons des solutions performantes. Mais je rappelle, aujourd'hui, dans toutes les villes de France, et même dans le monde, il y a un réseau d'essais qui existe, qui alimente la mobilité. Le train, le tramway, le métro. Donc aujourd'hui, il suffit juste d'interconnecter ce réseau existant au réseau bâtimentaire. Et d'ailleurs, RTE, avec qui j'ai des liens, me dit, Emmanuel, on travaille dessus, et même au niveau européen. Et enfin, Hervé vous dira que aussi, pour accepter la mobilité électrique, qui est génératrice, si on met des convertisseurs AC-DC d'harmonique, effectivement, il faudra pertinemment un réseau DC qui sera effectivement plus adapté à gérer ces harmoniques. Donc en fait, on arrive à des réseaux hybrides.
Merci Hervé, merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voulais rebondir. Désolé Didier. Et je pensais que vous alliez prendre la parole justement au niveau des zones insulaires, où justement ces questions de stabilité sont importantes, avec l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, on va l'appeler intermittente ou variable comme vous voulez, ou justement dans ces réseaux insulaires, la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'était de rajouter du stockage. À l'époque des stockages décentralisés, aujourd'hui du stockage centralisé. Et ça me fait rebondir par rapport au signal prix demandé par Laurent. Parce que c'est évident que demain, vous avez une infrastructure de recharge avec votre véhicule. Quel signal prix? Est-ce que la question de la stabilité, c'est un signal prix? Oui. Est-ce qu'il a plus de valeur qu'un problème de contrainte sur le réseau local, qui est aussi un signal prix? Ou que l'opérateur de l'infrastructure, qui lui a dimensionné son réseau d'infrastructure, qui peut aussi vous donner un signal prix. Comme le fournisseur qui va acheter sur les différents marchés de gros, à 3 000 €, il y aura aussi un signal prix. Et la difficulté, et c'est là où il va falloir mettre de l'intelligence, c'est de peut-être, je ne sais pas, classifier ces différents signaux pour dire qu'il y en a certainement un qui sera peut-être prioritaire. Est-ce que ça sera celui de la stabilité du système? Certainement. Personnellement. Après, il y a les contraintes du réseau, parce que si le réseau est en contrainte, il risque de vous couper. Et puis après, il y a aussi, je dirais, le signal prix à titre personnel. Moi, peut-être aujourd'hui, j'ai certainement pas envie de modifier la recharge de mon véhicule, parce que tous les jours, je la recharge, je dirais, à 16 heures quand j'ai du photovoltaïque, parce que là, je dois aller chercher mes enfants, je dois aller à l'hôpital, etc. Donc j'ai aussi mon propre signal prix dans ma tête qui va être important aussi au niveau de ces nouveaux usages. Donc c'est pas facile à dire on va avoir un signal prix. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Chacun, l'agrégateur a son propre signal et autres. Et c'est une des difficultés aujourd'hui qu'on peut avoir dans ces nouveaux usages, notamment sur ces infrastructures de recharge, c'est comment on transmet ces signaux prix. Est-ce qu'il faut y mettre des priorités ou pas? Est-ce qu'il faut passer par une plateforme qui va prendre en compte ces signaux et en fonction des valeurs, dire à ce moment-là, c'est ça. Voilà, c'est une question qui est sur la table. Merci Didier, je crois que Laurent voulait intervenir, mais très très vite, parce qu'il y a d'autres questions dans la salle. Dans le signal prix, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a un véhicule électrique et de la charge bidirectionnelle peut être intéressé, par exemple, par une connexion réseau intermittente. Donc, perdre la connexion réseau pendant 2 ou 3 heures, ce n'est pas gênant, puisqu'il sera capable d'alimenter sa maison directement avec son véhicule. Donc la notion de système totalement résilient, notamment dans le cadre des catastrophes climatiques qui vont devenir de facto de plus en plus importants, à mon avis, c'est aussi un concept qu'il faudra à un moment donné reposer sur la table. Est-ce qu'on a besoin de cette qualité de réseau en environnement rural, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de le faire différemment, moins cher, à partir de la consommation? Merci Laurent. Alors il y avait une question. Vous pouvez venir prendre le micro qui est... Voilà. Pour qu'on puisse vous entendre bien. Merci. Oui. Bonjour. Vous avez parlé très rapidement de la tarification dynamique, mais j'ai l'impression que vous l'avez écarté tout de suite. Pour un profane, pour moi, ça a l'air d'être un outil intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que c'est un outil qui va arriver ou alors non? Alors ça existe dans la loi, puisque ça découle d'une directive européenne, donc elle s'est transposée en droit français. C'est tellement rare quand on transpose des choses, je dirais pas en avance, mais en temps et en heure. Donc là, ça a bien été transposé en droit français, où tous les fournisseurs qui alimentent plus de 100 000 clients se doivent d'avoir une offre à tarification dynamique. Donc comme vous savez, en France, il y a eu un fournisseur qui s'est lancé sur cette tarification dynamique. Depuis, il s'est retiré de la France parce qu'il y a eu cette crise... d'abord, on va dire sanitaire, puis énergétique, maintenant ukrainienne. Voilà. Donc, alors, l'ACRE a communiqué sur le sujet. Elle a demandé aux fournisseurs, mais ils n'ont pas d'obligation de suivre les recommandations de l'ACRE. Ce qui est important, c'est le conseil qui sera apporté aux clients. Il faut absolument qu'on explique aux clients ce qui peut se passer. Et surtout, il faut accompagner le client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement lui envoyer un signal prix avec son smartphone. Il faut certainement l'accompagner en mettant en place, on va dire, des automatismes à l'intérieur du domicile, justement pour pouvoir déplacer la consommation, etc., à condition qu'il puisse le faire. Et à condition qu'il soit d'accord le faire. Si on n'informe pas le client et on ne met pas en place des automatismes, il y a un gros risque pour le client. Regardez la crise au Texas, c'est là où il y a un danger. Donc oui, avec l'information, oui, avec un minimum d'automatisme. Laurent, mais après, il y a un problème juridique, excusez-moi Yves, c'est qu'aujourd'hui, un fournisseur, et c'est un frein, ne peut pas vous faire ce qu'on appelle une offre liée, une offre de fourniture plus une offre de matériel.
en disant moi je vous fournis un système de pilotage, éventuellement une borne de recharge qui sera pilotée. Je n'ai pas le droit de la lier à mon offre de fourniture. C'est interdit par la loi, par le code de la consommation. Donc on sait très bien qu'il va falloir qu'on modifie justement le code de la consommation pour permettre aux fournisseurs de vous faire une proposition en matière de fourniture plus d'équipements. Exemple, la box Internet. Vous engagez pour 1 an ou pas. Si vous la rendez avant 1 an, vous allez payer, etc. Donc on ne voit pas pourquoi, en matière d'énergie, on n'aurait pas aussi ce type d'offre liée. Ça ne veut pas dire qu'il va reprendre la borne de recharge. Vous continuerez à vous appartenir, mais vous aurez pu peut-être le signal prix de Laurent pour la piloter. Donc voilà. Laurent ? Oui, je pense que ce qui est important, c'est pas il y a un signal prix, il y en a au moins 4 ou 5. Il y a réserve rapide, réserve semi-rapide, éventuellement pilotage de tension, prix infrajournalier et prix de l'énergie. Donc la question, c'est comment combiner quelque chose qui est digérable, on va dire, par une machine à l'interface du réseau et comment faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à des choses un peu trop simplistes. Donc il se trouve que j'étais, moi, chez Barry, quand la tarification dynamique est apparue. Évidemment, il y a eu la crise post-Covid et j'ai vu mon prix d'électricité qui est passé de 12 centimes à 49 centimes par mois en 4 mois. Et donc pourquoi ? Parce que simplement c'était une offre trop simpliste qui ne prenait pas en compte par exemple la tarification de l'Arenh. Si j'avais pu bénéficier de l'Arenh sur mon prix de base et en parallèle avoir une tarification dynamique en complément de l'Arenh, ça aurait été quelque chose qui aurait été beaucoup plus intelligent en termes d'approche. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment dans nos systèmes cette notion de tarification dynamique. C'est plusieurs signaux tarifaires et c'est quelque chose qui soit faire vis-à-vis des cadeaux qui sont faits par l'État autour de l'Arenh, etc. Merci Laurent. Je vous propose de prendre une dernière question et après malheureusement on devra arrêter là parce qu'il est déjà 18h. Une dernière question ? Vous pouvez apporter le micro. C'est très gentil, merci. Juste pour l'anecdote, vous avez signalé la revanche d'Edison tout à l'heure. Il y a un pas trop mauvais film qui s'appelle La guerre des courants, qui est pas un film plutôt grand public et qui est plutôt bien. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est très intéressant. Voilà, juste pour l'anecdote. Merci. Et du coup, la dernière question. La dernière question, alors, c'était sur les consommateurs. Vous avez parlé plusieurs fois de consommateurs. On a l'impression que les consommateurs, c'est une question plutôt pour vous, là, en maison individuelle, en résidentiel individuel, c'est relativement simple. Mais en résidentiel collectif, sachant que 40% des Français habitent dans les immeubles, donc en collectif, qui vont à terme, beaucoup auront donc le nouvel usage de la voiture électrique. Là, on a de plus en plus de solutions réseau public de distribution qui alimentent les parkings, donc avec un compteur, le fameux compteur Linky sur chaque box de parking. Est-ce que vous avez réfléchi à la problématique de ces consommateurs en résidentiel collectif ? Alors, premièrement, la notion de consommateur ne s'applique pas à tous les consommateurs. Il faut avoir de la flexibilité, il faut avoir des usages flexibles. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une certaine catégorie de gens, etc., etc. Donc, nous, on a décidé de nous focaliser sur le résidentiel. Pourquoi ? Parce que la plupart des acheteurs de véhicules électriques aujourd'hui habitent en environnement résidentiel et achètent des panneaux solaires. 40% d'entre eux achètent des panneaux solaires 2 ou 3 ans après. Donc là, il y a un couplage qui est relativement intéressant. Dans le domaine du collectif, effectivement, il y a une question intéressante. On suit de très près ce qui se passe dans le domaine des communautés énergétiques citoyennes, qui sont une ouverture intéressante qui permet de partager, on va dire, de la flexibilité éventuellement entre différents usagers d'une infrastructure à l'échelle d'un village, d'un bâtiment collectif. Mais le modèle économique, de mon point de vue, est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de nous lancer d'abord dans le résidentiel et dans le B2C. Le mot de la fin, Didier ? Une anecdote. Il y a quelques années, mon président m'appelle, Didier, vous pouvez venir dans mon bureau ? Oui, président. Voilà, j'ai une production photovoltaïque. Je pars ce week-end, donc je ne serai pas chez moi, je ne pourrai pas la consommer. Est-ce que je peux donner cette production à une personne en difficulté ? Non. Ce n'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, les règles ont évolué et dans le cas d'opérations d'autoconsommation collective, il y a ces questions de solidarité, de pouvoir échanger ensemble cette énergie qui est produite entre nous. Il suffit de déclarer une PMO. Aujourd'hui, le gestionnaire de réseau a mis en place des outils pour pouvoir affecter
simplement cette production au niveau de l'ensemble des consommateurs. Si le consommateur n'est pas là, je peux revoir la répartition de cette production, etc. Donc il y a cette question de solidarité entre les personnes. Ça marche très bien, par exemple, à la maille d'une commune. La commune met en place des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments administratifs. L'école ne fonctionne pas le week-end. Qu'est-ce que je fais le week-end? Je peux donner cette énergie à des personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Donc il y a ces questions de solidarité que moi je trouve intéressantes dans ces différents modèles. Alors c'est vrai, je rejoins Laurent, si on regarde le calcul économique, c'est pas intéressant. Je suis d'accord. Mais la solidarité, elle vaut combien à votre avis? Voilà. Et juste pour conclure, par rapport à ça, tout à l'heure je vous ai parlé de changement de modèle économique, parce que ça ne marche pas. Je dis ici, il n'y aura pas de smart building ni de smart city sans changement de modèle économique. Tout à l'heure, j'ai parlé de blockchain, ce n'est pas anodin. Et donc, pour répondre à votre question, le consommateur, on doit changer de modèle économique. C'est pour ça que je parle de tokens, de jetons. Et si demain, effectivement, vous avez des tokens énergie, comme le dit Didier, j'ai des tokens énergie. Si je veux les donner à mon voisin, eh bien, il les utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'on vient de dire sur l'énergie, pour conclure, en fait, l'énergie, c'est un fluide. La donnée, c'est un fluide. L'eau, c'est un fluide. Eh bien, ce qu'on vient de dire sur l'énergie, simplement pour réflexion, c'est valable également pour la donnée et pour l'eau. Merci à tous. Merci pour votre participation. Voilà. Donc, j'espère que vous aviez trouvé